à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, Lilian à la présentation pour votre épisode spécial Eurocup. Et pour ce troisième numéro, je suis toujours accompagné par notre expert européen. Il n'aime pas que je l'appelle comme ça, mais par rapport aux membres de l'équipe de Paris Basketball On Air, c'est un expert européen. C'est Corentin Rodriguez de Upset Media. Salut Corentin. Salut Lilian, très content d'être avec vous aujourd'hui. Et lors du précédent épisode, Flavien se joint à nous pour former un trio. Salut Flavien. Salut à tous. Pour ceux dont c'est la première écoute de cette série donc dédiée à l'Eurocup, le format est tout simple et je vous le rappelle en quelques secondes. Il se répète à chaque épisode. On effectue tout d'abord un petit bilan des matchs du Paris Basketball depuis l'enregistrement du dernier épisode, avec les choses qui nous ont plu et celles qui nous ont déplu. Ensuite, place au débat de l'émission. Aujourd'hui, on part un petit peu sur une hot take puisqu'on se demandera si aujourd'hui, au moment où on enregistre, Paris fait figure de favori dans la compétition. Et pour finir, on parlera du calendrier à venir de nos Parisiens en Eurocup. Voilà, vous savez tout. Alors jingle et on est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air. Décidément, c'est plutôt une série good vibes que celle des podcasts PBOA consacrés à l'Eurocup. Une seule défaite en compteur des Parisiens depuis le dernier épisode, c'était face à Padras, co-leader de la poule B, donc il n'y avait pas forcément de quoi rougir, d'autant que Paris a gagné les 4 autres matchs disputés sur la période. Il y a notamment un succès contre Podgorica, ou encore des victoires maîtrisées contre Vorkla ou chez les Lions de Londres. La première phase de l'Eurocup se conclut donc sur un bilan plutôt très flatteur pour Paris, avec 6 victoires et 3 défaites, amenant les Parisiens donc à la 3e place du groupe B, un très très bon bilan comptable pour la première saison de Paris dans une compétition européenne. Et pour te lancer, Corentin, tout d'abord, j'ai envie de dire, si on nous avait dit à l'issue de la première phase d'Eurocup que Paris serait invaincu à l'extérieur cette saison dans la 2e compétition européenne, je pense qu'on l'aurait pas vraiment cru, notamment avec des déplacements par exemple à Ankara et à Podgorica. C'est sûr. C'est déjà bravo aux Parisiens. On les attendait dans les 7e, 8e places tout juste pour passer en play-off. Et au final, on les retrouve dans le top 3 avec une invincibilité à l'extérieur. Je trouve ça juste incroyable et ils n'ont pas démérité. Donc c'est très positif pour la suite. J'ai hâte de voir la fin de cette compétition et ce qu'ils vont faire en play-off. Et ce qui a surtout impressionné un petit peu, Flavien, par rapport, on a souvent parlé là sur cette première partie de saison de cette dualité des performances parisiennes entre le championnat domestique et l'Eurocup, mais on demandait que si c'était à confirmer après on va dire le début de saison en Eurocup, mais là, la constance parisienne dans la compétition européenne est assez hallucinante, surtout quand on la compare avec le championnat de France. Ouais, effectivement. En plus, tu disais, Paris est beaucoup plus à l'aise aussi à l'extérieur. Même en championnat, ils sont à 3 victoires pour 4 défaites à l'extérieur en Betclic Elite. Ça confirme un peu les sensations qu'on a, notamment en Eurocup, avec ces 5 victoires et aucune défaite. Et Paris, effectivement, donc là, on l'a vu sur la période dont on va parler, mais c'est de la fin novembre à la fin décembre, là, les 5 matchs du coup qui sont passés dernièrement. 4 victoires, il y a eu 4 victoires. Je crois qu'elles sont toutes à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a eu Hambourg, mais en tout cas, il y a eu de beaux succès et une confirmation que Paris était en fait vraiment à sa place dans cette compétition, assez surprenant vu évidemment ce qu'on voit tous les week-ends en championnat, mais une constance que Paris n'arrive pas à trouver en championnat. Alors je sais pas si c'est dû à l'envie ou etc ou quoi que ce soit d'autre, mais on voit en tout cas qu'il y a une vraie régularité dans les performances du côté parisien, des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise, je trouve, en Europe qu'en championnat, et ça se matérialise par des victoires, ce qui est le plus important finalement. Et cette 3e place du groupe après la moitié de la saison régulière en Eurocup, je trouve qu'elle est plutôt méritée pour Paris. Est-ce que toi aussi, Corentin, t'es un petit peu surpris? Alors toi qui suis, alors pour nous, tu suis un petit peu plus d'un œil Paris sur le continent européen, mais le fait que Paris soit vraiment constant d'un match à l'autre en Eurocup et que parfois le week-end en championnat ce soit complètement l'inverse. Comment toi, est-ce que peut-être tu aurais des éléments que tu vois dans les matchs de Paris qui pourraient expliquer cela? Plusieurs choses.
Je dirais que la première chose, c'est, le fait qu'ils jouent sans pression en Europe, on a l'impression. Chaque match pour eux est déjà un match de gagner. Je m'explique, c'est que tu pars déjà avec, l'idée de te dire: «Bah, en face, tu as des joueurs référencés, tu vas dans une salle un peu, inconnue». En fait, tu as rien à perdre et on le voit dans leur manière de jouer. Deuxièmement, il y a leur fond de jeu, beaucoup plus sur de la transition rapide, qui en Europe peut, vraiment bousculer certaines équipes ou à l'inverse totalement, bloquer Paris. Alors en France, c'est plus compliqué parce qu'on a un niveau athlétique qui est plus important, on a des vrais athlètes. Certains diraient qu'on a moins de bons joueurs de basket, mais qu'on a plus d'athlètes. Je suis pas dans cette team-là, mais c'est vrai que, quand tu as, des mastars en face, tous les week-ends qui sont là à t'opposer, une résistance plus coriace et aller te chercher, athlétiquement dans certains domaines, et ben, c'est plus compliqué. En Europe, c'est différent. Tu vas avoir, un gros pivot dominant dans certaines équipes et puis au final, le reste, ça a plus de QI basket, mais par contre, physiquement, tu peux les bouger. Et Paris est aussi assez bon en Eurocup. Flavien, sur les fins de match, je trouve, encore comparativement au championnat de France, il y a plusieurs matchs alors qui étaient serrés où Paris parfois avait une grosse avance et a laissé l'adversaire revenir. Je pense au déplacement à Trento en début de saison. La victoire également contre Hambourg était assez s'est jouée dans les dernières secondes en tout cas. Mais Paris, alors même si parfois il gâche de grosses avances, parvient quasiment toujours en Eurocup à sécuriser les victoires, ce qui n'est pas du tout le cas en championnat. Et c'est peut-être lié à ce que disait Corentin sur cette absence de pression qu'il peut y avoir quand les joueurs de Will Weaver jouent la compétition européenne. Ouais, effectivement. Et puis, je trouve le seul match en fait qui s'est joué à peu de choses, c'est peut-être dans les derniers matchs. Là, c'est peut-être celui contre Prometheas Patras, mais c'est un match où Paris a joué un peu sur un faux rythme toute la partie. Et globalement, bah, ça s'est pas joué à grand chose. Ça joue à des possessions où la pièce peut tomber pile ou face. T'as une chance de gagner, t'as une chance de perdre. Paris a perdu celui-là, mais c'est vrai que globalement, dans les fins de match, Paris a assez étonnamment aussi trouvé de la constance, de la régularité. Tu l'as dit contre Hambourg, alors que Paris fait une première mi-temps vraiment mauvaise contre une équipe qui était déjà décimée, mais ils sont juste mis au jeu au basket et ça avait été très bon en deuxième mi-temps. Wroclaw, Paris joue son troisième match en 5 jours et avec 3 déplacements et se retrouve à gagner contre une équipe contre qui ils devaient gagner, mais ils ont fait le boulot en tout cas. Et c'est vrai que ces fins de match sont plutôt réussies côté Paris. La seule qui, je trouvais, pas réussie, c'est celle contre Londres, mais il y avait un tellement gros écart avant d'entrer dans le quatrième quart-temps que on- on- c'était pas forcément nécessaire, en tout cas, d'avoir une fin de match serrée. Et puis, quand il y a eu la fin de match serrée, justement, Paris a remis le coup qui suffisait pour aller chercher la victoire. C'est aussi là-dessus, je crois qu'il y avait une stat que j'ai vu passer justement sur le site de l'Eurocup, qui était que Paris, je crois que c'était après 7 matchs d'Eurocup, Paris était la sixième équipe des 20 équipes du coup qui jouait le plus de possessions sous pression dans le dernier quart-temps. Donc c'est des possessions où il y a 5 points d'écart maximum. Et bah, on voit que sur ce genre de possession, Paris arrive à prendre le dessus et à l'emporter. Pour terminer sur les points positifs, sur cet aspect des fins de match, peut-être ce qui fait la différence, Corentin, alors c'est mon avis, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que Paris a un peu plus un peu, comme on dit en NBA, de go-to guy dans les fins de match, possiblement. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui les ont sur la ligne arrière, mais je trouve que Paris a cet avantage d'en avoir un peu sur toutes les positions. Notamment, voilà, bon, il y a eu l'apport de Jeremy Evans, mais même quand Amir Sims joue également, bon, sur la ligne arrière, on va pas les citer, Kyle Allman, dans ce rôle-là, est parfait, mais je trouve que Paris, dans les fins de match, potentiellement, est plus imprévisible, car a beaucoup plus de joueurs capables de créer la décision ballon en main. C'est sûr, on parlait beaucoup de Paris et de son héliocentrisme avec Kyle Allman quand on regardait les stats. Malgré tout, je suis entièrement d'accord puisque, dans certains matchs, tu vois des Amar Gegic, tu vois des Dustin Sleva ou encore, des Axel Toupane qui montent d'un cran et qui permettent de grappiller, 1 ou 2 possessions, de faire un ou 2 stops et d'être, du coup, facilitateur pour pouvoir s'imposer et ça, c'est super appréciable. On parlait de l'intégration de Jeremy Evans. Je pense qu'il y est pour beaucoup parce que à l'entraînement, bah, il doit leur dire voilà, tu te places comme ci, tu fais ça. Et ça doit être super intéressant d'avoir un stabilisateur, un pivot de défense comme ça.
et derrière, les mecs peuvent s'exprimer en attaque beaucoup plus facilement. Et chapeau aussi à des mecs qui savent se mettre de côté et aller sur le devant de la scène quand il faut le faire, comme Axel Toupane, qui je trouve est impeccable. Alors pour terminer le petit bilan sur cette période de 5 matchs, parlons un petit peu des points négatifs, même si moi personnellement j'en ai pas beaucoup trouvé. Je vais te lancer Flavien sur une chose peut-être que j'ai pu noter, c'est que peut-être Paris, et tu l'as un petit peu mentionné en parlant du match notamment de Patras, c'est que Paris est peut-être un petit ton en dessous, et c'est un petit peu une transition vers le débat qu'on aura aujourd'hui, mais est-ce que Paris n'est pas un petit peu pour le moment en tout cas, un ton en dessous des grosses équipes de la compétition? Paris s'est incliné contre en tout cas dans son groupe, contre Tel Aviv, contre Grande Canaria, contre Patras, qui sont, quand on avait fait notre preview de l'Eurocup, des favoris de la compétition. Alors vous me direz qu'ils se sont peut-être imposés contre Ankara, mais c'était le premier match. Peut-être que la machine turque n'était pas encore très bien lancée. Mais est-ce que voilà, c'est pour le moment le petit point négatif? Paris gagne contre les équipes qu'ils doivent battre, les équipes en dessous de leur niveau, mais peut-être face à leurs rivaux plus tard dans la compétition, il y a peut-être encore quelques difficultés à s'imposer. Ouais, c'est clair. La défaite contre Prometheas Patras, ça joue à rien, mais il manque aussi Joe Young du côté des Grecs qui est leur meilleur joueur en tout cas, qui ont des Et qui est meilleurs. le meilleur marqueur de l'Eurocup Voilà, c'est pour ce le que moment. j'allais dire à l'Eval, je crois qu'il est dans les 4 premiers, donc quelque chose comme ça. Et quand Paris a affronté, on va dire, des effectifs complets de grosses équipes de la poule, ça a fait défaite. Ça a fait défaite donc contre APOEL Tel Aviv où il n'y a pas eu match. Ça a fait défaite contre Grande Canaria où il y a presque eu. Enfin, ça a été assez serré dans la globalité, mais quand Jess Slaughter voulait mettre les tirs qu'il avait envie, il y avait rien à faire. Et c'est vrai que il y a peut-être un plafond de verre qui est en train de s'installer dans la saison en Eurocup pour Paris. Peut-être que cette troisième place est bien payée. On peut peut-être l'imaginer comme ça, et que sur la deuxième partie de saison, des équipes qui sont peut-être un peu plus en difficulté ou qui n'ont pas gagné beaucoup de matchs vont peut-être se réveiller. Voilà. Après, Paris est troisième, mais Paris pourrait très bien être sixième s'ils avaient une victoire de moins, parce que voilà, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Podgorica, que ce soit Prometheas Patras, c'est des équipes qui ont déjà 5 victoires, qui talonnent Paris d'un rien. Et si Paris veut conserver sa troisième place, il va falloir rester sur le même rythme de victoire et de sérieux, en tout cas dans la compétition. Peut-être que des équipes qui vont monter en rythme, mais c'est vrai que si on parle de plafond de verre, quand on a vu Paris contre Tel Aviv, quand on a vu Paris contre Grande Canaria, c'était 2 matchs à domicile, et ça a été 2 matchs à domicile où j'ai trouvé vraiment l'équipe en face plus forte, plus complète, avec des individualités qui ont été largement supérieures à celles de Paris. Allons un petit peu plus loin là-dedans, voilà. Plaçons au débat. Voilà, tu l'as dit, Flavien. Paris est troisième, mais avec des concurrents directs qui sont toujours assez proches. On l'a dit, voilà, vous avez pu le voir dans les points positifs qu'on a cités. Le jeu en Eurocup, en tout cas, est assez convaincant. Et maintenant, quand même, Paris a un roster qui semble au complet, ne devrait plus bouger maintenant avec le retour de Jeremy Evans, Plummer, bon voilà, qui n'a pas été conservé dans l'effectif. Mais voilà, Paris, voilà, joue plutôt bien, à son effectif, on va dire en place. Il va falloir encore que la mayonnaise prenne un tout petit peu, mais voilà, c'est déjà positif avec un effectif qui a pas mal changé sur ce début de saison d'avoir un tel bilan. Alors, Corentin, je te lance tout de suite. Est-ce que maintenant Paris, au moment où on enregistre, est un favori de la compétition et non plus un outsider comme on pouvait les présenter au début de la compétition? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut pas s'emballer. Flavien l'a très bien expliqué. Pour moi, le match de Patras, ça a vraiment été très instructif. On a une équipe grecque qui a trouvé les spots de tir, qui termine à 31% à 3 points, ce qui n'est pas énorme non plus. Paris termine à 18%, mais ils ont très bien fait tourner la balle. Il y avait plus d'assists du côté de Patras que de Paris. Et surtout, tu avais des mecs qui avaient pas le physique de l'emploi. Nikos Gigas, pardon, qui est un joueur que j'adore, ou Mouratos, c'est des mecs, bon, tu les vois videurs de boîte ou comptables dans ta boîte, mais tu les vois pas meneurs de jeu d'une équipe d'Eurocup. Malgré tout, ils ont plutôt fait la chanson, provoqué des fautes offensives du côté de Paris, les bonnes interceptions avec des mains solides, et surtout, ils ont distribué le jeu comme il fallait. Et ben c'est ça qui va attendre Paris en playoff. Des équipes comme Venise, des équipes comme CD Vita Olympia, même si je pense pas qu'ils se qualifient, comme la Juventud de Badalone ou Ulm, c'est des équipes comme ça
elles sont là pour maîtriser le tempo du match. Elles savent qu'elles ont un plafond plancher qui est plus ou moins réduit entre le nombre de points qu'elles vont marquer et le nombre de points qu'elles peuvent autoriser et qui s'ajuste. Et ce niveau de maturité-là, c'est ce que va devoir aller chercher Paris sur les derniers matchs de leur poule pour pouvoir essayer d'exister face à des équipes qui savent maîtriser ce niveau, je dirais, de points marqués et de points autorisés. Donc, favori, non. Par contre, ne pas lésiner, enfin, ne pas, on va dire, sous-estimer Paris sur leur fraîcheur et le physique. Ça peut surprendre des équipes. Ah, de toute façon, pardon, la gestion des matchs, enfin, la meilleure gestion du rythme d'un match, c'est l'axe de progression des Parisiens pour encore mieux Mm. figurer, bah, notamment, voilà, tu le disais, face aux favoris. Flavien, alors je sais pas ce que tu vas me répondre, mais je vais peut-être te donner peut-être des arguments pour pencher vers un oui. Corentin le mentionnait en début d'épisode, Paris domine athlétiquement ses adversaires. C'est vrai que c'est assez frappant, à la fois, je trouve, visuellement tout d'abord, parce que je trouve que vraiment, Paris arrive à se trouver des lignes de drive assez facilement en Eurocup, notamment par l'intermédiaire de Kyle Allman qui a vraiment beaucoup performé dans cette compétition. Et ça s'illustre aussi dans les statistiques. Paris, c'est la première équipe au rebond, tout le contraire en championnat où Paris se fait souvent dominer dans ce secteur-là. Alors Paris, c'est les premiers au rebond défensif et les deuxièmes en termes de rebonds totaux. Et il y a également une stat qui est assez intéressante que vous pouvez retrouver sur un article du site de l'Eurocup qui, on vous le conseille, est très bien pour s'informer sur l'équipe parisienne, mais également sur toute la compétition. Paris autorise très peu de tirs au cercle et force les adversaires à prendre des tirs plutôt compliqués à 2 points. Et ça peut peut-être s'expliquer par la présence dissuasive notamment d'un Ismaël Kamagaté. Paris qui est également la première équipe au bloc. Est-ce que ça cette domination athlétique de Paris qu'on n'a pas retrouvé dans beaucoup d'équipes de ce groupe B d'Eurocup en tout cas. Est-ce que c'est un argument pour dire que Paris peut être un des favoris de la compétition? En tout cas, je sais pas si on peut les mettre favoris. Moi, je suis un peu comme Corentin, voire encore plus, encore moins, moins dans ce sens-là, on va dire, de les mettre favoris. Mais c'est vrai que le style de jeu fait que les équipes d'Eurocup sont un peu surprises de voir une équipe jouer aussi vite et d'être aussi haute verticalement, on va dire. D'avoir l'athlétisme de cette équipe-là de son fait forte impression en fait depuis le début de la saison en Eurocup. Et pourquoi pas que si tu arrives en playoff et que tu mets l'intensité qu'il faut, peut-être que tu vas briser tes adversaires par justement beaucoup de vitesse, les essouffler, etc. Après, je trouve quand même que dans les victoires récentes en Eurocup, il y en a pas mal qui sont en trompe-l'œil parce que, alors on l'a cité avec Joe Young à Prometheus, mais Paris a affronté quand même pas mal d'équipes où il manquait des joueurs et des joueurs importants, notamment Londres là récemment, il manquait Ovisoko, qui est la plaque tournante de cette équipe. Hambourg, ils ont joué à 8, il leur manquait 4 mecs, je crois, dans leur roster, il y avait des titulaires qui étaient pas là. Donc au final, j'ai un peu de mal à voir Paris comme en tout cas, un changement de statut jusqu'au point de dire qu'ils peuvent être favoris. Ils peuvent être une surprise en fait. Ils peuvent être une surprise justement parce qu'ils jouent différemment de tout le monde et que en playoff, tu vas déjà commencer par affronter un adversaire que tu n'auras jamais joué de la saison, qui est un adversaire de la poule A, qui va peut-être être aussi surpris de la manière dont tu joues, ou en tout cas qui a pas forcément les armes pour venir concurrencer Paris dans, je sais pas, l'athlétisme, dans le rythme. Et pourtant, en plus de ça, on dit que Paris joue vite en Eurocup, et si tu regardes un peu la différence en championnat et en Europe, Paris met, je crois, 4 points de moins par match qu'en championnat, mais ils en encaissent 10 de moins en Eurocup, un truc du genre, 10 ou 11. Et c'est fou de voir qu'on dit que cette équipe joue vite en Eurocup, alors que je trouve qu'elle joue déjà beaucoup moins vite qu'en championnat. Et pour revenir sur la première partie de ton propos, alors je me place un peu en avocat du diable. Tu dis que Paris a joué beaucoup d'équipes diminuées, mais Paris a aussi été diminué d'une certaine manière. Tyrone Wallace a loupé quelques matchs, même chose pour Amir Sims. Jeremy Evans, ça fait des allers-retours. Donc, et je le disais en préambule, voilà, Paris n'avait pas non plus son effectif arrêté. Et se dire que d'avoir fait cette première partie de saison, alors peut-être avec des matchs, voilà, qui étaient un peu sur une pièce jetée en l'air,
Mais peut-être qu'avec ce roster complet, là, il y aura plus de pièces jetées en l'air et les matchs seront peut-être un petit peu plus maîtrisés, en tout cas les victoires plus rassurantes de ce côté-là. Euh, mais je suis un petit peu d'accord avec vous, même si je vais répondre à la question sans vraiment y répondre. Moi, ce qui me fait que Paris n'est pas un favori dans la compétition, je vais dire qu'en fait, il y en a pas par rapport au format aussi des playoffs, et on le mentionnait, on en parlait dans la preview de l'Eurocup, Corentin, c'est que cette compétition, avec sa longue saison régulière et ensuite ses playoffs au Mhm. match coup près, où premier match perdu, t'es éjecté, ça fait aussi que il y a beau avoir une équipe au-dessus du lot, et on l'a vu l'année dernière, il y a eu énormément de surprises. T'as beau être favori de la compétition, et être la meilleure équipe, tu peux te faire jeter au premier tour sans vraiment t'y attendre. C'est clair. C'est arrivé l'année dernière au Partizan de Belgrade, hein, qui prend Bursaspor en premier match et qui se fait éjecter. Ce format-là est très intéressant et super excitant pour nous, le public, mais en même temps, il favorise pour moi les Parisiens. Parce que tu es dans un état d'esprit où tu as une équipe qui a 2 visages, en Eurocup, et en championnat. Certes, l'altérité est différente, hein, mais par contre qui est très difficile à scouter. Tu peux pas dire simplement, c'est des joueurs qui jouent up tempo et en défense ils essaient de verrouiller. Non, parce que tu as toujours un mec qui sort du chapeau, un Dustin Sleva, un Gegic, donc ça peut grandement les favoriser. Voilà, on a parlé de ça. Moi, je pense pas qu'ils puissent être vus comme favoris ni comme outsiders. Je pense qu'il faut plutôt se dire ce qui est pris est pris. Et si ils ne prennent que un, 2 matchs ou voir qu'ils arrivent au final four, ce serait déjà incroyable. Donc, je suis vraiment dans l'optique de me dire wait and see, mais je serais très curieux de voir s'ils tombaient sur des équipes plus structurées comme Bursaspor, comme Ulm, voir quel visage pourraient donner les Parisiens dans ces matchs-là. Bon, vous l'aurez compris, la réponse à cette question Paris favori pour la suite de la compétition d'Eurocup, c'est plutôt non, même si voilà, il y a beaucoup d'arguments positifs en la faveur des Parisiens qui ont réalisé, on l'a déjà dit, une première phase d'Eurocup, pour le coup admirable pour la première saison du club dans Mm. une compétition européenne. On se dirige tout doucement vers la fin. J'ai envie de, voilà, comme le petit rituel, quel événement vous avez retenu, messieurs? Je crois que tous les deux, vous êtes unanimes et vous allez nous parler de Monsieur Kamagaté. Vas-y, Flavien. Pour changer. Non, bah, effectivement, Ismaël Kamagaté qui est dans les meilleurs évals aussi de l'Eurocup. Il a 18, je crois, d'éval, même si elle n'est pas calculée de la même manière que celle qu'on a en France. Et je voulais parler justement d'un match où il s'est largement montré. C'était contre Hambourg, où Paris justement est en difficulté toute la partie, mais lui, on l'a senti. Moi, je me souviens, je l'ai senti très très concerné dès le départ. Et sur le match, il prend 19 rebonds, ce qui revient à la troisième meilleure performance de l'histoire de l'Eurocup au rebond, la meilleure performance au rebond depuis 8 ans dans la compétition, et tout simplement son record aussi de prise en un match, qui, je trouve, du coup, il y a eu, je crois, Corentin, c'était ça, il y avait les 3 contres aussi dont tu voulais parler aussi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est au bout de 6 minutes de jeu dans le premier quart-temps, il contre 3 fois les attaquants d'Hambourg. C'est incroyable. Franchement, l'action, c'est l'action qui m'a le plus marqué. Et tu vois, en fait, simplement, c'est sa meilleure performance de la saison, il finit à 41 d'évaluation. Et, Ouais. et c'était absolument fou. En fait, il est la raison pour laquelle Paris a aussi pu revenir, en tout cas, c'est laisser un espoir de retour à partir du moment où le basket des Parisiens les connectait. Et en deuxième mi-temps, ça avait été le cas. Donc, énorme prestation de Kamagaté. Et on voit du coup, à l'image d'Ismaël, mais aussi d'un Kyle Holman Jr., que il peut y avoir des individualités qui explosent, parce que je crois qu'ils ont les 2 meilleures évaluations personnelles de la saison sur un match en Eurocup. Et à surveiller l'impact de Kamagaté sur les prochains matchs en Eurocup en janvier, parce que là, sur les derniers, il a un petit peu moins joué. Alors, il y a forcément le retour de Jeremy Evans fait qu'il y a moins de temps de jeu, forcément. Il faut plus se partager à l'intérieur. Mais voilà, oui, c'est vrai que Kamagaté, vraiment jusqu'à un peu ce match à Hambourg, il était vraiment très très bon en Eurocup. Là, il y a un petit peu moins d'impact. On ne se fait pas de doute sur le fait que ça va certainement revenir pour Kamagaté, que ça va tout simplement revenir pour le pivot parisien. Faut Euh, dire, faut dire aussi qu'il a beaucoup beaucoup joué et que il y a sûrement de la fatigue aussi Mm. accumulée. Il a beaucoup joué en sélection à l'automne. Du coup, il a jamais eu de coupure. Je pense que c'est aussi bien pour lui d'avoir un peu de temps pour souffler.
Ouais, la trêve post-All-Star Game fera du bien aux pivots parisiens. Et ben moi, c'est un événement, enfin, c'est pas un événement, c'est plutôt j'avais envie de parler d'un fait extra sportif. Je vous invite vraiment à aller voir la salle du Slask Wrocław, le club polonais qui a joué, où s'est déplacé Paris début décembre. Alors c'est pas pour l'ambiance, mais c'est pour vraiment la beauté de l'intérieur de la salle. Je vous invite à aller voir le compte Instagram du club du Paris Basketball avec Jérémy qui a pris les photos pour le club et les photos sont absolument magnifiques. Une salle vraiment avec un énorme dôme euh, qui revêt un aspect un peu historique, oui, parce que c'est une salle qui n'est pas toute Mhm. qui n'est pas toute jeune. Tu peux peut-être nous en dire un mot, Corentin. Cette salle qui, bon, d'habitude accueille plutôt du volley qui est très populaire en Pologne, mais vraiment c'est une salle qu'on rencontre pas on rencontre pas ce type de salle toutes les semaines en Europe. C'est clair, sans s'être concerté, on a tous les deux été séduits. Alors cette salle, elle s'appelle la Hala Orbita, elle date de 2004. Et ce qui est marrant de constater, c'est que le club de Wrocław, qui est pas un des clubs dominants en Pologne, depuis quelques années, ça commence à être pas mal, mais c'est pas un club historique. Et ben ils ont des bannières dans la salle et ça a une atmosphère vraiment très sympathique. Ce dôme avec tous ses titres, etc. Le drapeau de la Pologne, c'est très sympa. D'habitude, il y a du volley, ce qui explique un peu le fait qu'on soit un peu loin du terrain on va dire en basket, en configuration basket. Mais ouais, allez la voir, il y a des salles très sympas. Et j'ai très hâte aussi de voir l'accueil que va réserver l'Hapoel Tel Aviv, pardon, aux Parisiens. Ça peut être très sympa. La salle est plutôt cool. Et voilà, transition toute faite. On va parler un peu voilà des matchs à venir pour Paris. Il y aura, en fait c'est tout simple. Le format de la compétition est vraiment plutôt bien fait. Je trouve en fait tous les matchs de la phase aller, ils vont se rejouer exactement dans le même ordre pour la deuxième phase, avec cette fois inversion entre domicile et extérieur évidemment. Il y aura la réception d'Ankara le 10 janvier, un gros duel du groupe B puisque les Turcs sont actuellement co-leader du groupe. Ensuite, voilà, tu le disais, le déplacement à Tel Aviv, celui-là, alors vraiment, il ne faudra pas le louper, en tout cas devant votre écran, parce que vu l'ambiance qu'avaient mis les supporters israéliens à la Carpentier, je peux vous dire qu'à mon avis, en Israël, ça vaudra le détour. Ensuite, voilà, réception de Trento, déplacement compliqué à Grande Canaria, et il y aura également une réception de Podgorica avant début février, avant voilà une pause d'un mois. Il y aura, je pense qu'il y aura une trêve internationale à ce moment-là. Donc voilà, une nouvelle série de 5 matchs pour Paris. Et puis je pense qu'on refera un épisode à ce moment-là. Et si vous n'avez pas de mots à ajouter, messieurs, on va tout simplement conclure. Voilà Paris, troisième de ce groupe. On verra au moment de notre quatrième épisode si les Parisiens figurent toujours aussi bien dans cette compétition. Et c'est ainsi que voilà que se termine notre épisode. On vous rappelle le principe. Voilà, une fois par mois. Bon, vous l'avez compris, c'est pas tout à fait une fois par mois. On s'adapte en fonction du calendrier des Parisiens. Mais voilà, on revient avec Corentin et un membre de l'équipe de Paris Basketball sur les matchs disputés par le Paris Basketball en Eurocup. En attendant, on vous invite comme toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Instagram et Facebook. On vous invite également à suivre le travail de Corentin et de ses collègues sur Upset Media, à la fois sur YouTube, sur les réseaux sociaux, voilà, pour tout connaître du basket européen. Messieurs, merci à vous d'avoir été en ma présence et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. Ciao, merci pour l'accueil.